Et en effet, bonjour Pierre Larouturou. Bonjour. Et bonjour à tous. Vous êtes l'un des 4 candidats, c'est la raison pour laquelle on vous reçoit ce matin, qui a accepté de se soumettre au verdict de la primaire populaire. Elle a lieu en ce moment, elle a commencé jeudi, elle se termine dimanche. Et d'ailleurs, on a été surpris par le nombre de participants finalement, d'inscrits à cette primaire, Oui. près de 500 000, 467 000. Est-ce que la participation est à la hauteur de ce nombre d'inscrits pour l'instant ? Dès le premier jour, il y avait plus de 140 000 personnes qui ont voté. Et effectivement, ça va être l'événement démocratique le plus important de la pré-campagne. Il y avait eu 12 000 personnes qui avaient voté pour Anne Hidalgo, 50 000 pour Yannick Jadot. Et là, vous l'avez dit, 460 000 personnes qui veulent voter parce qu'on veut se rassembler, parce qu'on veut faire gagner le climat et la justice sociale. Et donc, on a un débat en ce moment et demain soir, on saura qui est le chef d'équipe. Alors, vous, Pierre Larouturou, vous êtes député européen. Vous avez été élu en 2019 sur une liste d'alliance avec le Parti socialiste et Place publique. Vous aviez fondé un parti, Nouvelle Donne, et vous faites des propositions depuis longtemps dans le débat politique. En particulier, on vous identifie en général là-dessus. Vous êtes favorable à une semaine de 4 jours. Vous dites que ça créerait 1,5 million d'emplois. Par quel biais vous arrivez, par cette réduction du temps de travail, à 1,5 million d'emplois créés en France ? J'entendais hier votre invité Bruno Le Maire qui nous disait cocorico, la croissance revient. Évidemment, après une récession historique avec le virus, on a un peu de retour de croissance. Mais est-ce qu'on peut sérieusement compter sur le retour de la croissance ? Voilà la croissance en France, je ne sais pas si on peut faire un zoom, depuis 50 ans. Dans les années 60, 70, 80, 90. Et l'évolution est exactement la même en Allemagne. Quand on nous dit la locomotive allemande, ceux qui disent qu'il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne, voilà l'évolution de la croissance. Donc la croissance n'est pas la solution. Donc on ne peut pas compter sur la croissance. Et il y a déjà hier Bruno Le Maire disait le chômage est à un niveau très faible. Non, le chômage, le chômage n'a pas baissé. Il est au même on est revenu au niveau d'avant le virus. Mais la tendance n'est pas à la baisse aujourd'hui ? Et aussi, mais la précarité augmente. Pardon, je serais content de dire que tout va bien. Ouais. Le nombre de gens qui ont recours à l'aide alimentaire. Non, mais pour moi, la question sociale, le nombre de gens qui sont dans la rue, qui ont besoin de l'aide alimentaire, donc le nombre de chômeurs, il y a quand même plus de 5 millions de chômeurs et des millions de gens qui sont dans la pauvreté. Ça dépend des chiffrages. Voilà, donc quelles sont les solutions pour créer des vrais emplois et aussi pour financer les retraites sans la croissance ? Il y a 2 grands leviers, un vrai plan climat, j'espère qu'on en reparlera. Et la semaine de 4 jours, mais comment la semaine de 4 jours peut créer 1,5 million d'emplois ? C'était la question. Invité il y a 10 ans, quand on en parlait avec Michel Rocard. Merci de me le rappeler. Non, mais c'est pour dire qu'on se sentait un peu seul il y a 10 ans avec Michel Rocard, mais aujourd'hui, le débat revient en Espagne, en Belgique. En Espagne, Podemos et les socialistes sont au gouvernement et ont mis un budget pour expérimenter les 4 jours. Et en France, il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours sans baisser les salaires. Chez Maminova, chez Fleury-Michon ou dans des petites entreprises des Pyrénées, tous les salariés sont passés à 4 jours sans baisse de salaire et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle crée 10% d'emplois. Mais les 35 heures, ça a aussi été un casse-tête pour de nombreuses entreprises, pour l'hôpital aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que le bilan des 35 heures n'est que positif ? Ah ben non, justement, à l'époque, avec Michel Rocard, on avait fait un livre qui s'appelait 35 heures, le double piège. Et je vous conseille d'aller voir sur mon site changerladonne.fr. Il y a 30 minutes de dialogue quelle est la avec Philippe différence Gueluc. avec la semaine de 4 jours ? Je finis 30 minutes de dialogue avec Philippe Gueluc, le copain qui fait le chat, où on pose toutes les questions. Quelle différence avec les 35 heures ? À l'hôpital, comment c'est possible ? Comment c'est possible sans baisser les salaires ? Quel impact sur les finances publiques ? Vous allez sur changerladonne.fr, il y a 30 minutes d'explication. Même en parlant vite, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Donc, les 35 heures, le problème, c'est que la méthode était très brutale et que derrière, il y avait beaucoup d'ambiguïté. En fait, on pouvait rester à 38 heures de durée réelle. C'est-à-dire que quand on parle de la semaine de 4 jours, c'est vraiment 4 jours, 32 heures pour tout le monde. C'est souple et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle crée 10% d'emplois en plus. Et donc, au total, on pourrait créer 1 600 000 emplois. Mais à partir des 400 entreprises déjà passées à 4 jours, on voit qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois et vivre mieux. La baisse actuelle du chômage, même si vous la contestez, ou en tout cas structurellement vous pensez qu'il n'y a pas aujourd'hui une baisse du chômage en France, est-ce que vous ne l'attribuez pas aussi à une reprise de l'activité, donc à davantage de travail, à un nombre d'entreprises qui se créent, à des chaînes de montage chez les constructeurs automobiles qui se recréent? C'est plutôt plus de travail que moins, mais monsieur évidemment, Larouturou. avec le virus, quand on ne pouvait plus aller au restaurant, tout était bloqué. Et évidemment, je suis très heureux si la vie repart. Je suis un citoyen comme vous, je suis père de famille, évidemment. Mais de là à dire que tout va bien, il y a encore 5 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi, 5 600 000 emplois. Et quand Bruno Le Maire nous dit que s'ils sont réélus, Macron nous dit qu'il va baisser les retraites, nous on dit qu'il n'y a pas besoin de baisser les retraites. Si on crée 1 600 000 emplois avec la semaine de 4 jours et 900 000 emplois avec le plan climat, au total, ça fait 2 500 000 personnes qui vont retrouver du boulot, y compris parmi nos enfants, ceux qui galèrent, ils vont retrouver un vrai boulot, et 2 500 000 qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Je fais l'addition, il y a 900 000 emplois que vous voulez créer aussi, avec, comme vous dites, un plan climat qui est notamment basé sur la taxation de la spéculation, ce qu'on appelait autrefois la taxe Tobin. Tout à fait. Que vous voulez remettre un au grand goût du combat. jour. Comme député européen, comme rapporteur général du budget, il y a un an, j'ai fait voter avec d'autres un rapport par le Parlement européen qui dit
On a entendu les gilets jaunes. Si on veut trouver de l'argent pour isoler les maisons, pour faire des transports en commun, pour aider les agriculteurs, il faut trouver des dizaines de milliards, mais ce n'est pas en taxant les gilets jaunes. Et donc le Parlement européen dit que la meilleure solution, c'est de taxer un peu la spéculation. Les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Donc le Parlement demande une taxe de 0,1% sur les marchés financiers. Ça donnerait 60 milliards chaque année. C'est le texte voté par le Parlement. Et on a la preuve que c'est Emmanuel Macron qui bloque. Dans le journal Le Monde, j'ai montré la lettre du ministre autrichien des Finances qui dit c'est Emmanuel Macron qui bloque la négociation. Sur cette question aujourd'hui, taxer les GAFA, comme on les appelle par exemple, ce n'est pas une idée aujourd'hui qui est répandue, y compris chez Bruno Le Maire, que nous recevions hier, comme vous le rappeliez. Bruno Le Maire dit qu'il est d'accord, taxer les GAFA c'est très bien, ça peut rapporter 2 milliards. 2 milliards. Taxer la spéculation, ça rapporterait 60 milliards. C'est les chiffres du Parlement et de la Commission. Et on a la preuve que c'est Emmanuel Macron qui bloque. Donc si, avec la primaire populaire, on se rassemble et qu'on gagne l'élection au mois d'avril, j'espère qu'on va faire une équipe et on va gagner l'élection d'avril. Dès le mois de mai, on pourra débloquer la négociation, puisque c'est Macron qui bloque la négociation. Si nous, on arrive au pouvoir, on aura une taxe sur la spéculation. Larouturou, quelles sont, à vous, vos chances aujourd'hui dans cette primaire populaire qui a donc commencé il y a 48 heures, qui se termine demain, alors qu'on annonce quand même que la grande favorite, c'est Christiane Taubira, puisqu'elle est une des grandes candidates, entre guillemets, qui a accepté de se soumettre au verdict. Tout à fait. Mais on disait que Xavier Bertrand était le grand favori il y a 3 mois. Et si donc vous serez la Valérie Pécresse de ce scrutin. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que si celles qui nous écoutent pensent que la semaine de 4 jours, c'est très bien, s'ils veulent taxer la spéculation, s'ils pensent que la loi d'initiative, c'est très bien, ils peuvent voter très bien pour ma candidature. Ils peuvent aussi voter très bien pour une autre candidate. On peut voter très bien pour 1, 2 ou 3 candidatures. Et mon but n'est pas d'être président. Mon but est d'avoir un avenir pour mes enfants. Pardon, moi, je suis là comme père de famille. L'autre jour, je rentre à la maison, un de mes fils me dit « Papa, est-ce qu'on va vers un effondrement ?» Donc, avec Macron, si on a Macron ou Pécresse, on ne va rien faire pendant 5 ans. Mais votre but n'est pas d'être président, vous venez de dire. C'est-à-dire, votre but, c'est de vous ranger derrière Mme Taubira je m'en fiche de ranger. Mon but... Pardon, je suis un copain de Lilian Thuram, j'adore Mbappé. Thuram ou Mbappé, ils n'ont jamais cru qu'ils avaient gagné un match tout seuls. C'est des génies, mais ils sont en équipe. Et donc, je crois que nous, on doit faire une équipe. Si c'est Christiane Taubira qui est la chef d'équipe, très bien. Si c'est Jadot, très bien. Et je crois que j'ai ma place dans une équipe. Mais surtout, mon but n'est pas de faire carrière. Je vois le nombre dans la génération de mes enfants, ceux qui sont inquiets pour le climat, ceux qui sont inquiets ils n'auront pas de boulot. Je vois ma belle-mère qui était femme de ménage et qui a une retraite très, très faible. Et je sais que si Macron reste au pouvoir, les retraites vont baisser, les frais d'université vont augmenter, on aura un niveau de violence monstrueux. Donc, mon but, c'est qu'on ait une équipe qui apporte des solutions concrètes. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain ? On aura donc le verdict de cette primaire populaire, mais on sait que les principaux candidats de gauche déjà inscrits dans la présidentielle, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, refusent de se soumettre à ce verdict. Donc, on n'aura pas ce que vous souhaitez pour l'instant, une candidature unique. L'histoire n'est pas finie, et en tout cas, le but de la primaire... Mais comment pourrait-il se renier, M. Larouturou ? L'histoire, c'est pas se renier. Le but de la primaire, c'est pas d'avoir une candidature en plus. Que ce soit moi qui gagne ou quelqu'un d'autre, on continuera en février. Souvenez-vous, il y a 5 ans, c'était le 22 février que François Bayrou avait dit « Je renonce à ma candidature, j'offre mon soutien à Macron » parce qu'il a repris des propositions. C'était fin février que ça s'était joué il y a 5 ans, qu'il y avait un effet catalyseur, qu'il y avait des Macron. Donc si je gagne demain ou si Christiane Taubira gagne, dès la semaine prochaine, on rencontrera tous les autres candidats en disant mettons-nous d'accord sur un projet avec des solutions concrètes et d'ici la fin février, on fait un rassemblement. Notre objectif, c'est d'avoir une équipe qui gagne. On veut tous une république plus démocratique, on veut tous diminuer le système monarchique et donner plus de pouvoir au Parlement et aux citoyens. Ce serait ridicule de se déchirer pour savoir qui va à l'Élysée alors qu'on veut tous un système moins monarchique. Du côté des électeurs, vous pensez que ça s'additionne forcément les électeurs qui seraient prêts à voter pour Jean-Luc Mélenchon, le feraient-ils pour Yannick Jadot et inversement? Il y a 80% de choses en commun. On a 80% sur la question des entre retraites. Les deux candidats que je vous ai cités. Sur la question des retraites. Macron veut baisser les retraites, nous on veut les renforcer. Macron a abîmé l'hôpital, même il y a 3 ans, les hôpitaux étaient à 2 doigts du chaos. Macron veut augmenter les frais d'université, ça va être la panique, on va avoir un niveau de violence dans la rue. Donc, nous, on n'est peut-être pas d'accord à 100%, mais on sait qu'on est tous d'accord pour taxer la spéculation, alors que c'est Macron qui le refuse. On est tous d'accord pour améliorer l'éducation nationale, alors que Blanquer abîme l'éducation nationale depuis 4 ans. On est tous d'accord pour dire que la politique de Darmanin est criminelle et qu'on a une autre façon d'accueillir des réfugiés et d'avoir une politique de développement. Donc, évidemment, on n'est pas d'accord à 100%, mais dans une équipe, regardez en Espagne, les amis de Mélenchon sont au pouvoir avec les socialistes et ils augmentent le salaire minimum. En Allemagne, les écolos et les socialistes sont ensemble, ils vont augmenter le salaire minimum de 25%. Mais pas l'équivalent du parti de Jean-Luc Mélenchon en Allemagne. Est-ce qu'on va attendre ça? Les socialistes et les écolos sont ensemble en Allemagne, plus 25% pour le salaire minimum, augmentation des retraites et priorité au climat. Est-ce qu'on va attendre 5 ans pour agir? Je ne veux pas qu'on attende 5 ans. Donc tous ceux qui peuvent voter très bien pour nos idées. Bon, je crois qu'on vous a très bien entendu ce matin. Merci beaucoup Pierre Larouturou. Bonne chance pour cette primaire et bonne journée.